Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux remercier Jean-Luc Béraud de son invitation, mais comme peut-être certains d'entre vous ont pu le suivre, l'invitation à ces entretiens était tout à fait antérieure au calendrier qui a conduit à ce que j'annonce hier ma candidature à la présidence de l'Association des maires de France depuis la Corrèze, d'ailleurs, terre de président. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire là-bas. Donc c'est vraiment le hasard du calendrier qui fait que ça se passe comme ça. Donc merci à Jean-Luc de son invitation, de son accueil. Moi, je ne connaissais pas donc l'existence de cette rencontre annuelle. Et je suis très très heureux d'y être présent. J'ai entendu beaucoup de choses ce matin, même s'il y a eu plein d'interruptions en ce qui me concerne. J'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu beaucoup de choses ce matin qui sont très riches sur le plan de la réflexion. Et je voudrais simplement vous dire quelques mots qui rejoindront d'ailleurs ce qui a été dit ce matin, quelques mots en tant donc secrétaire général de l'Association des maires de France, ce que je suis aujourd'hui, donc depuis maintenant 7 ans. Et évidemment aussi en tant que maire d'une commune qui se situe en zone tendue, donc en petite couronne parisienne, donc qui est la ville de Sceaux. D'abord, je veux vous dire que la préoccupation du logement, d'une manière générale, est une préoccupation qui est extrêmement présente au sein de l'Association des maires de France. Très présente, et il est très fréquent que nous soyons en fait en interrogation et en inquiétude par rapport à ce qui est en train de se passer depuis un certain nombre d'années, mais qui finalement a été le cas depuis très longtemps. Mais là, nous voyons arriver, en effet, devant nous une crise importante du logement dans notre pays. Et d'ailleurs, François Baroin en parle assez souvent. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes à même de formuler des propositions révolutionnaires. Mais en tout cas, cette préoccupation du logement, elle est tout à fait au cœur des préoccupations de l'Association des maires de France et de l'ensemble des maires. Ça ne veut pas dire non plus que tous les maires y répondent de la même manière et que tous les maires ont la même préoccupation. Mais globalement, il y a cette préoccupation. Et pourquoi c'est ça ? Parce que simplement, un maire, il reçoit beaucoup de gens pour plein de sujets, mais il reçoit beaucoup de gens pour les sujets liés au logement, d'une manière générale, que ce soit pas que seulement du logement, des questions de logement social ou de demande de logement social, mais aussi sur des questions liées à des questions de rénovation, des questions d'urbanisme, de permis de construire, etc. Et évidemment, derrière tout ça, il y a la préoccupation d'avoir un logement de la meilleure qualité possible. Voilà. Et d'un autre côté, on voit bien, ça a été dit ce matin, on voit bien que la question du logement, elle est au cœur de multiples contradictions. Ça a été dit, multiples contradictions dans les aspirations de notre société, que ce soit d'ailleurs en France ou dans d'autres pays, mais en tout cas dans de multiples contradictions dans les aspirations de la société, et que cette question n'est pas une question qui est de la responsabilité des pouvoirs publics, des acteurs privés, etc. C'est une question qui est de la responsabilité de la société tout entière. Et on ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas autour de cette question un débat de société. On ne peut pas, puisque ça touche pratiquement tous les domaines. Donc ça touche la question de la métropolisation, qui est un phénomène qui n'a pas besoin d'être encouragé, qui se fait tout seul. Donc en fait, la métropolisation, si on laisse faire, elle va s'accroître et tout notre sujet, et moi je suis bien placé, je pense, pour l'évoquer, je ne dis pas pour, encore une fois, apporter des solutions, mais pour l'évoquer, puisque je suis deuxième vice-président de la métropole du Grand Paris, on voit bien que si il n'y a pas une action publique forte de rééquilibrage, de solidarité sur l'ensemble du territoire métropolitain, nous aboutirons à des situations de métropole qui seront donc des situations d'inégalité territoriale forte au sein de la métropole, des situations de ghettoisation. On est déjà parfois dans ce schéma-là, malgré les politiques qu'on peut mettre en place pour lutter contre ça et qui sont parfois insuffisamment efficaces. On voit bien aussi la contradiction qui consiste à demander à ce que nos concitoyens demandent, tout ça est très légitime, à avoir accès à toute une série d'aménités de plus en plus importantes, y compris dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine de l'enseignement, de la culture, dans le domaine des commerces, etc., à proximité, pouvoir y aller à pied ou en vélo, mais d'un autre côté, ne plus vouloir vivre en centre-ville.
Bon, c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Tout à l'heure, j'ai entendu François Leclerc. Alors, tout à coup, j'ai un trou sur l'expression qu'il a utilisée, mais cette expression est parfaitement me semble-t-il, légitime. C'est-à-dire, il est là-bas, François. Je ne sais plus ce que tu as dit. C'était, il faut du logement de qualité en ville, quoi. Voilà, bon, ça, évidemment, c'est évidemment une réflexion de bon sens, mais qu'on ne prend pas souvent suffisamment en compte. On voit aussi la question du souhait pour chacune des familles d'espace extérieur. Ça a été donc évidemment totalement, j'allais dire, accentué par la question du confinement. Ça, on l'a vu. Ça, vraiment, c'est une demande. Et cette demande, elle est prise en compte depuis un certain temps déjà, que ce soit par les promoteurs ou par les bailleurs sociaux, bien sûr. Mais on voit que, évidemment, tout ceci nécessite des surfaces différentes et une organisation différente. Et puis que, bon, ça se fait sur le neuf, mais enfin, sur l'ancien, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. On voit aussi qu'il y a la question à la fois du refus de la hauteur de construction. Ça, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. C'est cette question, en fait, la hauteur est considérée, une hauteur trop importante est considérée comme trop importante, c'est vraiment le refus complet des populations. Mais en même temps, on ne veut pas non plus d'étalement urbain. Alors, on met où ? Et on veut des logements un peu plus grands, et avec des espaces extérieurs, et donc des terrasses, et pas simplement le balcon qui fait 1 mètre de large. Donc, à un moment donné, on a des contradictions qui sont vraiment physiques à résoudre, et ça, c'est pas les maires qui vont les résoudre, c'est pas non plus les promoteurs privés, c'est l'ensemble de la société. Il faut que nos concitoyens donc, disent à un moment donné, débattent et comprennent qu'il y a dans leurs attentes, qu'il y a en permanence donc des contradictions. Et puis, il y a aussi une autre contradiction, tiens, c'est la protection du patrimoine. Protection du patrimoine qui vient parfois percuter les opérations de rénovation énergétique, avec donc un affaiblissement lorsque ce n'est pas fait suffisamment bien, et donc avec les moyens qu'il faut, parce que ça coûte cher, qui viennent percuter donc la question de la qualité architecturale. Moi, je suis dans une commune qui est particulièrement concernée par ça, avec des maisons qui ont donc une personnalité architecturale affirmée, et pour lequel des opérations de rénovation énergétique et d'isolation par l'extérieur donc viennent bouleverser complètement le paysage urbain en modifiant totalement l'aspect extérieur, les modèles de nature, etc. de ces maisons. Et donc les propriétaires, à un moment donné, donc sont en contentieux naturellement avec la mairie pour les permis de construire et avec l'architecte des bâtiments de France qui lui dit non, on ne peut pas faire ça. Il faut trouver une autre solution. Et cette autre solution, elle est généralement plus chère. Donc, qui paie le surcoût. Voilà. Et donc, voilà. Donc, cette question de protection des patrimoines est très importante. Hein. Elle joue notamment dans un certain nombre de villes. Et puis, ensuite, on a évidemment les contradictions concernant les politiques urbaines parce que, finalement, qu'est-ce que c'est que la ville ? Est-ce que la ville, c'est une addition de bâtiments ? Ou est-ce que la ville, c'est pas finalement plutôt l'espace public ? Et lorsqu'on dit ça, on voit bien que, et ça, il y a eu des progrès là-dessus, de la part notamment des maires, des aménageurs, des progrès là-dessus, où on prend beaucoup mieux en compte, c'est vrai, aujourd'hui, ça a été dit aussi tout à l'heure, donc la qualité de l'espace public comme condition d'une densification qualitative. Donc, et tout ça représente aussi donc, un certain coût. Donc, vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est que simplement, nous, si je parle au nom de l'Association des maires de France, nous sommes évidemment demandeurs qu'un débat de société ait lieu, qui associe à la fois les acteurs privés, les bailleurs sociaux, mais aussi les parlementaires, mais aussi évidemment le gouvernement. Aujourd'hui, ce débat n'a pas lieu. Tout à l'heure, nous aurons cet après-midi un débat, un échange avec des représentants des candidats, ou en tout cas de candidats qu'on suppose à l'élection présidentielle. Ce sera certainement très intéressant, mais vous savez bien comme moi que ce débat sur le logement au moment de l'élection présidentielle, il a peu de chances d'avoir lieu. En tout cas, il a peu de chances d'avoir lieu comme on souhaiterait qu'il puisse avoir lieu. Il y aura des prises de position, mais il n'y aura pas un débat de fond qui va concerner effectivement une partie importante de la population.
Alors, je voudrais terminer par évoquer donc 3 sujets spécifiques qui ont été aussi évoqués ce matin, mais 3 sujets qui sont des sujets plus concrets et plus immédiats, et qui donc préoccupent donc l'AMF, et sur lesquels l'AMF a d'ailleurs pris un certain nombre de positions. Je m'exprime comme secrétaire général, je ne m'exprime pas comme président de la commission logement, parce que cette commission est présidée, comme vous le savez, par Thierry Repentin, mais nous avons travaillé ensemble, et notamment nous avons travaillé ensemble avec Thierry sur la question de la fiscalité. Tout à l'heure, ça a été évoqué, hein, donc je reviens rapidement sur la question. C'est très simple. Nous avons aujourd'hui une situation dans laquelle, pour un maire qui a à faire face aux demandes de services publics de sa population, une situation dans laquelle, en fait, finalement, construire du logement social, ça ne rapporte plus rien, puisque la taxe d'habitation a disparu, et que la taxe sur le foncier bâti continue évidemment d'être exonérée, avec une compensation, et ça c'est un point très important à dire, hein, une compensation qui est égale aujourd'hui à hauteur de 11-12% de la taxe exonérée. Pourquoi c'est comme ça? Ça, c'est la succession. Tout à l'heure, quelqu'un disait, oui, il y a toute une succession de mesures conjoncturelles, et puis pour finir, ça modifie complètement la politique de fond, un intervenant. C'est vrai. Là, on a peu à peu supprimé ou diminué fortement la compensation de l'exonération du foncier bâti sur les logements sociaux. On l'a simplement diminué parce que c'est une mesure d'ajustement pour permettre le maintien de la dotation globale de fonctionnement. Tant que la dotation globale de fonctionnement augmentait chaque année, ça allait. Mais quand la dotation globale de fonctionnement n'a plus augmenté et même a été réduite pendant 3 ans, eh ben là, c'était catastrophique. Donc, toutes les variables d'ajustement, et donc, notamment, pas seulement, mais notamment cette compensation, a diminué peu à peu. Et donc, aujourd'hui, de 80% qu'elle était au départ, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, elle est tombée à 11%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le maire qui construit, eh ben, il n'a pas de taxe d'habitation, il n'a plus de foncier bâti. Donc, à un moment donné, il se dit, mais comment je fais pour financer l'extension de l'école, de la crèche, enfin, etc. Sur l'extension, il y a le bâtiment, puis après, il y a le personnel. Comment je fais pour financer ça, pour accueillir cette nouvelle population? Uniquement ça. Déjà, donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Donc là-dessus, nous avons pris et fait des propositions. On a fait une conférence de presse là-dessus au mois de mai, je crois, début mai, sur la question en commun avec Thierry pour dire, voilà, là, il y a un sujet. On ne peut pas prendre des mesures comme ça. Et nous l'avions dit d'ailleurs, au moment de la suppression de la taxe d'habitation, on avait dit il y aura plein d'effets pervers, dont cet effet-là. Évidemment, on n'a pas été entendu. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point. Alors, évidemment, vous allez me dire, on a mis en place, il y a l'aide aux maires bâtisseurs. Mais l'aide aux maires bâtisseurs, c'est une aide ponctuelle, qui est d'ailleurs d'un montant qui est assez faible, finalement. C'est important, hein, et l'idée est intéressante. Hein. Donc ça, nous défendons cette idée. Mais elle n'est pas assez importante, et puis surtout, c'est une aide ponctuelle qui ne se renouvelle pas chaque année. Or, nous, les dépenses d'accueil des populations, c'est des dépenses qui se renouvellent chaque année. Hein, tout le monde comprend ça. Le deuxième sujet, c'est la question du foncier. Sur la question du foncier, nous suivons avec beaucoup d'intérêt, et un certain nombre de maires, évidemment, se sont engagés là-dedans, la question des dissociations entre la propriété du foncier et la propriété des bâtiments. En sachant que ça heurte aussi, et c'est encore une autre contradiction, ça heurte aussi la culture française, qui est une culture de propriété à vie. Culture qui n'existe pas dans d'autres pays, qui, à mon sens, gèrent mieux probablement la question du logement que nous ne le faisons chez nous, et notamment dans les pays du nord de l'Europe. Et donc, cette question de la dissociation, elle vient peu à peu. Des expériences ont eu lieu, ça commence à se développer de manière relativement importante. Bon, je n'ai pas de chiffres quantitatifs en tête, mais ce sont des démarches, évidemment, que nous soutenons. Mais pour que ces démarches fonctionnent, c'est comme l'habitat participatif. Pour que ces démarches fonctionnent, encore faut-il que, d'une certaine manière, les citoyens fassent évoluer aussi leurs références culturelles et s'engagent aussi dans la participation. Quand vous faites une opération d'habitat participatif, c'est très intéressant. Très intéressant. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant, notamment pour nous, maires. C'est qu'une opération d'habitat participatif, il y a un permis de construire, il y a tout ça, sauf que là, quand quelqu'un n'est pas content du permis de construire, une association, des voisins, etc., les futurs habitants sont là.
Et le fait de dire à celui qui fait le recours, ben attendez monsieur, vous faites un recours, mais on va vous présenter les habitants, les futurs habitants, parce que c'est eux qui sont en train de construire leur chose, c'est déjà plus difficile. Quand c'est un promoteur, lui, c'est très bien, moi, j'ai rien contre les promoteurs, enfin, pas grand-chose. Mais, mais à un moment donné, ils arrivent et puis ils repartent. Hein. Voilà, donc non. Là, l'habitat participatif, c'est autre chose. C'est pour ça que ce sont des démarches qui sont très intéressantes, mais encore faut-il que les citoyens, qu'il y ait des citoyens qui s'engagent vraiment dans cette démarche d'habitat participatif, qui a beaucoup d'intérêt, mais qui a aussi des exigences pour le citoyen, pour l'habitant futur. Hein. Évidemment, c'est du travail, ça coûte moins cher, parce qu'on économise un certain nombre de frais, mais c'est du travail, c'est de l'engagement, c'est du temps à passer, et tout le monde n'est pas, évidemment, prêt à faire cela. Donc la question du foncier, pour moi, c'est pas tellement une question de moyens financiers, ça l'est un peu, mais c'est pas tellement ça. Je pense que c'est plutôt une question de maîtrise politique, et c'est une question de maîtrise politique qui doit être comprise par la société, et donc par les citoyens eux-mêmes. Et, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais rien contre les promoteurs, mais enfin, je vais vous dire, hein, moi je prends l'exemple de ma commune et puis des communes de cette petite couronne. En réalité, l'augmentation du prix des fonciers, ce sont les promoteurs eux-mêmes qui l'organisent. Ce sont les promoteurs eux-mêmes qui l'organisent. Ils ne le font pas exprès, enfin, pas complètement. Parce qu'en réalité, ils surenchérissent les uns sur les autres sur l'acquisition de foncières pour obtenir l'opération. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils bourrent un maximum, ils vont au maximum du PLU, ils font des projets qui ne sont pas toujours très qualitatifs, et évidemment, il y a refus de permis de construire. Mais c'est ça qui se passe. Alors, j'exagère, je caricature, et tout le monde ne fait pas comme ça. Heureusement, parce qu'il y a des façons de faire qui sont totalement différentes. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas surenchérir les uns sur les autres. Il ne faut pas faire rêver non plus les gens, parce que ces citoyens-là qui ont vendu leur terrain ou leur maison très cher, avec des euros là, devant les yeux qui clignotent, et l'engagement d'acheter un appartement à Cannes avec la vente de la maison à Sceaux. Vous voyez pourquoi je dis Cannes? Non. Vous voyez pas? Bon, bah, c'est pas grave. Jean-Luc, il sait, lui. Oui, bon, non. Oui, non, mais moi, je ne parle pas des concurrents, je parle de la commune, parce que la ville, bon, ouais. Bon, bref, alors, après, quand le citoyen, il voit son refus de permis de construire et que le promoteur lui dit, bah, malheureusement, il y avait une condition suspensive, il n'y a pas de permis de construire, je laisse tomber, là, je peux vous dire que le propriétaire, il vient me voir, il me dit, monsieur le maire, vous m'avez ruiné. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, pas toujours, pas parfois, mais il y a d'autres façons de faire, et il y a d'autres acteurs, un certain nombre de promoteurs, de bailleurs sociaux qui font autrement et qui, dès le départ, avec un projet, viennent discuter, y compris avec l'environnement, avec le voisinage, etc., comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays, l'Autriche, etc., bon, et pour lesquels on arrive à trouver des choses qui sont très positives et très constructives, donc aux deux sens du terme, et pour lesquels donc on parvient à ces accords. Et puis le troisième, alors c'était la question du foncier, mais je suis passé à la question du permis de construire. Moi, j'entends beaucoup de choses sur le rôle des maires qui n'accordent pas assez vite les permis de construire. Il faut simplifier les procédures, il faut tout ça, etc. Naturellement, nous ne sommes pas d'accord, ni sur l'analyse, ni sur ce qu'il convient de faire. Nous considérons, et l'AMF considère, même si certains maires ne sont pas d'accord avec ça, mais l'AMF, dans sa majorité, sa large majorité, considère que l'action des architectes des bâtiments de France est plutôt globalement, généralement positive, parce qu'elle permet de préserver, encore une fois, de la qualité architecturale, elle permet de préserver le patrimoine. Ça veut dire qu'il faut des concertations et une collaboration étroite avec les communes, naturellement, ce qui est le cas dans beaucoup de territoires, surtout dans les territoires les plus sensibles. On a des outils pour ça, les secteurs patrimoniaux remarquables, les anciennes ZPPAUP, etc. Donc on a des outils. Je considère aussi que le temps d'instruction d'un permis de construire, c'est pas un temps administratif. Moi, j'ai vu des prises de position parfois en disant, bon, tout ça, c'est l'administration, c'est la technocratie, c'est la bureaucratie. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Nous avons dans nos communes, en tout cas dans un grand nombre de nos communes, des gens qui instruisent les permis, pas seulement sur un plan administratif, mais qui instruisent aussi sur le plan de la qualité architecturale, du rapport avec l'environnement, avec d'autres acteurs comme les CAUE qui viennent en soutien, etc. On a un système en France qui est un système qualitatif de ce point de vue. Il ne faut pas le casser simplement sous prétexte de vouloir faire du quantitatif à tout prix. Et donc, alors je suis prêt à discuter après avec chacun d'entre vous, parce que j'ai bien conscience que ce que je peux dire, vous pouvez ne pas le partager, mais je vous dis que notre système et notre organisation actuelle n'est pas si mauvaise, et que parfois, d'ailleurs, nous sommes
en retard, enfin pas en retard, en tout cas dans des délais trop longs sur les permis de construire, mais parce que les pompiers n'ont pas donné leur accord, ou des choses comme ça. Mais c'est rarement le cas lorsqu'il s'agit, encore une fois, des ABF ou de l'instruction administrative et urbaine dans nos mairies. Voilà, bon, quelques mots que je voulais vous dire, mais j'insiste sur la question de la fiscalité parce que c'est une question qui est vraiment essentielle et c'est une question qui est en train de devenir un élément de blocage, sur les années qui viennent. Voilà, Jean-Luc, j'étais trop long, je suis désolé. Non, Philippe, merci pour cette intervention qui était prévue bien avant votre annonce. J'ai été un peu lourd dans ma plaisanterie. Ouais. Bien. Voilà. Bien. Voilà. Alors, en tout cas, merci à vous et merci encore une fois de votre invitation.